On parle souvent sur cette chaîne, de la défiance, du sentiment anti-impôt qui existe en France et qui est peut-être de plus en plus, prégnant et comment l'extrême droite appuie sur cette défiance envers, la fiscalité, les impôts, envers l'État de manière générale, quoi. Cette espèce de fronde anti-étatiste, représentée notamment par les libertariens français comme Guillaume Kasbarian, David Lisnard et cetera et cetera. C'est un sujet qui est très important et qui est assez central si on veut aussi comprendre parfois, comment se structure le vote d'extrême droite, n'est-ce pas? Cette espèce de défiance envers l'État comme étant, l'adversaire principal, quitte à se dire que le patronat, c'est pas un souci, le problème, c'est l'État. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un sujet dont on parle souvent ici, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et donc aujourd'hui, on va lire un article de Mediapart, encore une fois, de Joseph Confavreux, sur justement pourquoi on ne croit plus à l'État. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette défiance de l'État et des impôts, du coup, aussi. Parce que ce qui représente le plus facilement l'État, on va dire économiquement, c'est les impôts. L'État fonctionne en collectant des impôts et en dépensant l'argent des impôts. C'est un peu le principe d'un État. Sans impôts, pas d'État. Sans État, pas d'impôts. Vous voyez? Et d'ailleurs, l'État existe s'il y a une forme de consentement à l'impôt. Quand le consentement à l'impôt saute, bah, l'État est en difficulté. Vous voyez? C'est d'ailleurs un petit peu comme ça qu'on en est arrivé à la révolution de 1789, la Révolution française. C'était l'État, c'était la monarchie à l'époque, c'était l'Ancien Régime, mais il y a eu un truc de le consentement à l'impôt ne fonctionnait plus. Les Français avaient envie de dire: «OK, on paye des impôts, très bien, mais on aimerait bien avoir notre mot à dire sur comment est dépensé l'argent public parce que là, juste le roi, il prend l'argent de nos impôts, il fait ce qu'il veut avec et qu'il aille se faire foutre. On veut avoir notre mot à dire par rapport à l'impôt». Et c'est pour ça qu'en 1789, les États généraux ont été convoqués par Louis XVI, et cetera, et cetera. Ça part d'un sentiment un peu anti-impôt, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? De ce sentiment-là. Bref, là, on va pas parler des impôts précisément, mais on va parler de l'État. Voilà, la défiance de l'État. On s'appuie et parler de, apparemment, ce sociologue Alexis Spire, qui a sorti un nouveau livre, Légitime défiance. Euh, Ça risque d'être fort intéressant. Je ne contracte pas, mais oui, voilà, mais même ceux qui sont en mode je ne contracte pas, on a le droit de ne pas adhérer à l'État si on veut, etc., etc. Ça s'inscrit dans cette espèce de défiance anti-État, mais dans la frange un peu plus complotiste de ce sentiment-là, finalement. Voilà. Les gilets jaunes de l'époque, quoi. Un peu, hein. Un peu, hein. Les jacqueries fiscales, tout ça, tout ça. Enfin bref. Gros sujet, l'article est pas hyper long, je crois, ça va. Oh non, ça va. Il est moyen. Mais bon, on va lire ça. Ça risque d'être fort intéressant. Sachant que le but un peu, c'est d'essayer de comprendre, de sentir ce truc-là. Et en comprenant peut-être cette légitime défiance, cette défiance envers nos institutions, envers l'État, bah, peut-être ça pourra nous permettre de raisonner politiquement pour se dire, OK, quelle voie suivre à présent, quel discours avoir, comment avoir un discours qui va à l'encontre de ça, quoi. Voilà, vous voyez. Comment s'appuyer après derrière sur cet affect pour décider d'un discours politique ou d'un contre-discours politique par rapport à tous ces ultralibéraux qui voudraient le moins d'État possible. Mais eux, s'ils veulent le moins d'État possible, c'est pas parce que c'est des anarchistes libertaires, hein. La droite libérale, quand ils veulent le moins d'État possible, c'est pour qu'il y ait le plus de pouvoir possible dans les mains des entreprises, dans des milieux financiers, du patronat, et moins dans celle de l'État démocratiquement contrôlé, quoi. Vous voyez? Faut être anarchiste ribot. Non, mais ceux qui disent ah bah l'État parce qu'ils sont anarchistes, c'est pas ceux qui disent ah bah l'État parce que c'est des ultralibéraux et qui veulent que les multinationales puissent faire du bénéfice tranquille. Vous voyez? Et là, ceux actuellement, politiquement, qui ont un discours anti-étatiste, anti-impôt, etc., c'est les libéraux et les ultralibéraux. C'est bon, les anarchistes aussi, mais c'est différent, quoi. Ils ont un peu, on en entend moins parler en ce moment. Force à tous mes anards, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais bref, vous avez compris où je voulais en venir, quoi. Cette espèce de légitime défiance de l'État, elle est récupérée en tout cas par l'extrême droite pour dire oui, l'État parasite prend vos impôts pour tout donner aux assistés. Vous voyez? C'est pour ça que moi j'ai envie de parler de ce sujet. Bref, allez, on y va. On va lire l'article. Pourquoi on ne croit plus à l'État? Le sociologue Alexis Spire étudie dans son nouveau livre Légitime défiance les raisons, les modalités et les inégalités de l'accentuation de la crise de confiance envers les institutions communes. Voilà, les institutions communes. Légitime défiance est le titre très bien trouvé de l'ouvrage que publie Alexis Spire, directeur de recherche au CNRS, dans lequel il prolonge ses travaux antérieurs sur les inégalités et les interactions entre les citoyens et citoyennes et les institutions. Avec ce souci d'étudier l'État non à partir de ses agents ou de sa législation, mais en se centrant sur les effets pratiques et symboliques qu'il produit sur les gouvernés, donc sur vous et moi, sur les Français, sur les citoyens, qu'il avait déjà analysé notamment dans Résistance à l'impôt, attachement à l'État. Ok, donc voilà, la dernière fois, il parlait plus précisément des impôts apparemment, mais c'est dans la continuité. C'est pour ça que moi, dès le début, j'ai dit la défiance que beaucoup ont envers l'État, c'est la même défiance qu'ils ont envers les impôts, quoi. Voilà. Parce que l'effet qu'a l'État dans la vie économique des Français au jour le jour, bah, c'est l'impôt, quoi. C'est les taxes, les impôts, etc., etc. La présence de l'État dans nos vies économiques, c'est comme ça qu'elle se manifeste, quoi. Via les prélèvements. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Édité aux Presses universitaires de France, au PUF,
Ce nouvel ouvrage sous-titré Les gouverner contre l'État n'aboutit pas à des conclusions contre-intuitives, mais permet d'objectiver, études longitudinales et maints chiffres à l'appui, le sentiment qu'un fossé s'est creusé entre de nombreuses institutions et certaines catégories de la population. Une situation particulièrement inquiétante en France où l'État occupe une place centrale et où, je cite, la défiance qu'il suscite est également plus importante que dans beaucoup d'autres pays. Ce qui est assez logique, on est le pays des prélèvements obligatoires les plus élevés du monde, les champions de la dépense publique. On a un État qui est central économiquement pour des raisons historiques, depuis la sortie de la guerre, l'État-providence, machin bidule, l'héritage du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale qui normalement est censée être séparée de l'État, mais bon, ça fait depuis à peu près le début de la CSG qu'au final, voilà, le projet de loi de finances de la sécurité sociale est voté à l'Assemblée nationale. Donc tout ça reste un peu l'État quand même, malgré tout, quoi. Donc dans un pays où l'État a un poids fort économiquement, beaucoup plus fort que dans la plupart des autres pays occidentaux, et bah, cette défiance de l'État, des institutions et ce manque de consentement à l'impôt, il est d'autant plus prégnant en France, effectivement. On est bien corrompu aussi, en France, par les lobbies et tout et tout. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein. Mais ça, est-ce que c'est plus le cas en France qu'ailleurs? Je suis pas forcément sûr. Mais en tout cas, l'État a plus de poids en France, bien souvent que dans la plupart des autres pays occidentaux. Le chercheur rappelle à quel point le rapport aux institutions diffère selon les histoires nationales, tout en déterminant souvent les modes de vie individuels. Par exemple, en Irlande et en Grande-Bretagne, la faible prise en charge de la petite enfance et l'existence d'une protection sociale fortement marquée par les inégalités genrées ont favorisé un modèle où seul l'homme travaillait. Une situation contraire à celle de la Suède, où l'imposition séparée au sein des couples et le développement des systèmes de garde d'enfants ont construit une société à 2 pourvoyeurs de revenus par foyer. Ok. En France, une spécificité est que les services publics sont considérés comme une composante à part entière de l'identité nationale. Et ça, c'est bien vrai. Nous, quand on est de gauche, on est tout le temps en train de dire ça. On est tout le temps en train de dire l'école publique, l'hôpital public, il faut le préserver, c'est ça la France. C'est ça qui fait que la France est mieux que les autres pays. On a la sécurité sociale et l'école publique, putain, vous voulez quoi, tout privatiser? Donc oui, quand on est de gauche, effectivement, l'identité nationale, elle passe aussi par ces institutions et par ces services publics. Effectivement, dans l'identité française de gauche, par exemple, il y a ce truc de là, de dire pas touche à ma sécurité sociale, pas touche à mon école publique. Vous voyez. Effectivement. Et que la crise de confiance ne se traduit pas par un rejet massif de l'intervention étatique, comme c'est le cas aux États-Unis. Ok. La défiance trouve son origine plutôt dans des sentiments contradictoires, prospérant en particulier sur une impression d'injustice fiscale, c'est ce que je disais avant, qui met en cause le niveau trop élevé des impôts, tout en déplorant la dégradation des services publics. Et c'est vrai que souvent, les gens qui se plaignent des impôts, enfin ça dépend, pas les riches, mais les gens, on va dire, plutôt modestes, voire précaires, qui se plaignent des taxes et des impôts, notamment sur l'essence, etc., etc. Et ça s'est très bien vu avec les gilets jaunes. Ils sont pas anti-impôts en soi. Ils disent plus, pourquoi on paye autant d'impôts pour qu'au final, les services publics, ils se cassent la gueule? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Si les services publics marchaient ultra bien en France, que dans chaque petit patelin les plus paumés de France, il y avait une école, il y avait des médecins, il y avait accès aux soins, il y avait accès à tout ce que les services publics sont censés proposer, etc., etc., et ben les Français, ça les gênerait beaucoup moins pour beaucoup de payer des impôts, quoi. Voilà. Ça s'est bien vu avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'étaient pas contre les impôts en soi, ils étaient contre l'injustice fiscale. Ils disaient il faut que les petits payent petits, il faut que les gros payent gros. Et ils étaient en mode il faut que les services publics ils tiennent la route derrière, sans ça on paye des impôts pour rien. Et ça, c'est tout le truc des néolibéraux, de Macron, mais de Hollande avant lui, et de Sarkozy encore avant lui, de ne pas baisser le taux de prélèvement obligatoire tant que ça, parfois un petit peu. Macron, il a supprimé la redevance télé, il a fait la flat tax machin bidule. Enfin, c'est plus les impôts des riches qu'il a baissé que les impôts de la... Après, il a enlevé la taxe d'habitation, la redevance audiovisuelle, il a un peu baissé les prélèvements obligatoires, mais il a surtout beaucoup plus savaté les services publics que baisser les prélèvements, quoi. Et donc la plupart des Français, de gauche comme de droite, ils le savent, ça. Ils le sentent, ils sont pas cons, quoi. Ils se disent pourquoi on paye toujours autant d'impôts alors que les services publics se dégradent. Et c'est vrai que c'est comme ça que se structure un peu cette fronde anti-fiscale et cette fronde anti-État en France. C'est vrai. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis en train de pas du tout lire le chat depuis tout à l'heure. J'aime pas quand je fais ça. J'ai l'impression de streamer tout seul. Désolé. Il n'y a pas besoin d'institution verticale. Comment ça? Par rapport à quoi? Bonjour tout le monde. Comment je suis censé rebondir sur ça, moi? Donc vous parlez que entre vous faites que vous répondre. Bon, c'est pas grave, j'ai pas le chat. Allez, on continue. Contestation croissante de l'État. Dans cette configuration nationale spécifique, Alexis Spire constate que les signes de tension se multiplient entre la population et l'État, et que l'on assiste à une contestation grandissante des verdicts étatiques. Ainsi, les institutions qui avaient été les supports de la socialisation, notamment l'armée, la police et l'école, rencontrent plus de difficultés à s'imposer dans leurs pratiques d'encadrement, que ce soit par le biais d'insubordination ou de recours juridiques de plus en plus fréquents.
Alors que le nombre d'affaires portées devant les juridictions civiles s'est stabilisé entre le début des années 80 et celui des années 2000, dans les juridictions administratives, on est passé de 80 000 en 1991 à 210 000 en 2020. Je comprends rien à ce que je dis. C'est-à-dire quoi le nombre d'affaires portées devant les juridictions civiles? Les juridictions administratives. Je comprends rien à ce que je lis. J'ai pas compris ce paragraphe. Bon, on va continuer. Cependant, Alexis Spire veut rompre avec l'idée trop répandue que cette évolution tiendrait à la montée de l'incivisme, à la progression du populisme ou encore à la fragmentation socioculturelle que connaîtrait la société française. Pour le chercheur, cette progression de la défiance à l'égard des institutions étatiques est le produit d'une transformation de l'État lui-même, que l'on peut résumer schématiquement par un repli de sa main gauche, marqué par la distribution de prestations sociales, et une rigidification de sa main droite, à savoir ses activités de contrôle et de sanction. Ok, donc le problème c'est pas que les impôts baissent ou que les impôts augmentent, le problème c'est même pas tant les impôts, c'est plus comment agit l'État et comment se structure l'État. Et donc lui, sa théorie, c'est de dire que, donc il utilise le terme de main gauche, donc la main gauche typiquement c'est la distribution de prestations sociales, on peut aussi dire les services publics, etc. etc. Et la main droite, c'est les activités de contrôle et de sanction, donc typiquement la police, les règles à respecter, machin bidule. Et c'est vrai que l'État, il a un peu cette ambiguïté, cette ambivalence, l'État français, c'est que c'est à la fois le garant des droits des travailleurs, le garant de nos services publics, le garant de la redistribution, etc., etc., etc. Des trucs plutôt marqués à gauche, quoi. Et en même temps, c'est l'État autoritaire de Macron au service de la bourgeoisie, quoi. C'est les deux en même temps. Et c'est pour ça que parfois, c'est un petit peu bizarre. Il y a une ambivalence dans la place de l'État en France. Et ça, ça me paraît assez évident, quoi. Et donc, effectivement, là, selon Alexis Spire, le problème, c'est pas tant que les impôts augmentent ou quoi que ce soit, c'est que l'État est de moins en moins performant sur tout le côté un peu État-providence, distribution de prestations sociales, services publics, etc., tout en se rigidifiant, tout en étant de plus en plus dur sur son aile droite, c'est-à-dire tout l'aspect plus coercitif, contrôle et sanction. Et c'est ça qui fait qu'au final, on se dit, bah attends, on paye plein d'impôts pour que l'État nous flique. C'est de la merde. Ah bah l'État. Ok. Alors que si on se disait, putain, on paye plein d'impôts pour que l'État nous donne plein de choses, bah c'est bien. Ok, ok. Les putains de radars, bah ouais, hein, du coup, la fronde anti-radar et ce genre de choses, ça, c'est un truc qui a beaucoup pris en France. Typiquement, c'est un truc dont on parle jamais, nous, sur nos espaces de gauche internet, de petits bobos citadins. J'exagère un petit peu. Mais ouais, les trucs en mode contre les radars, contre les limitations de vitesse aussi, le truc quand c'est passé de 90 à 80, les limitations dans les campagnes, dans les routes nationales et tout. Il y avait eu une grosse fronde contre ça, quoi. Et d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes, à la base, ceux qui ont commencé un petit peu à lancer le mouvement des Gilets jaunes, après ça s'est fait de manière organique, quoi. Mais à la toute base, les premiers qui ont un peu lancé l'idée du mouvement des Gilets jaunes, ça venait des milieux qui étaient juste avant en contestation contre les limitations à 80 km/h sur les routes de campagne. C'est un peu la même France au final, à l'origine des Gilets jaunes et à l'origine de ça, de cette fronde anti-limitation de vitesse. C'est un peu la même chose. Et c'est vrai que c'est un bon exemple, je pense, les radars et les limitations à 80. Où les gens ils sont en mode putain, on donne toujours plus à l'État, on est toujours plus taxé, il y a toujours plus d'impôts, pour qu'au final ils nous mettent des radars et qu'ils nous foutent des amendes juste parce qu'on a roulé 5 km/h trop loin, trop vite sur une route de campagne qu'on emprunte 8 fois par jour pour le boulot et on n'a pas le choix, quoi. Et c'est vrai que c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Est-ce qu'il y a moins d'accidents maintenant que c'est 80? Je sais pas exactement. Mais dans l'idée, c'est pas une mauvaise idée de limiter à 80, hein. Sachant que ces routes-là, les accidents dans ce genre de route, c'est les accidents les plus mortels souvent en France. Donc voilà. Ok. Intéressant ce truc de main gauche, main droite. Le chercheur examine en détail les différentes évolutions qui expliquent cette désaffection croissante par rapport aux institutions. Il repère d'abord le passage d'une logique statutaire à une logique contractuelle des politiques sociales, avec l'instauration d'un revenu minimum d'insertion, RMI. C'est l'ancienne, ça, RMI, c'est l'ancienne du RSA. C'est l'ancêtre du RSA. Qui a marqué le début d'un mouvement considérant les bénéficiaires non plus en fonction de leur appartenance à une catégorie sociale ou institutionnelle, mais en fonction de leur effort et de leur mérite. Un délitement des protections collectives qui se traduit par l'augmentation des rancœurs individuelles, conduisant à soupçonner les autres d'en profiter davantage. Ça c'est intéressant. Parce que cette espèce de truc de sentiment anti-assistanat qui est au cœur de l'électorat RN, hein, c'est vraiment au cœur de l'électorat Rassemblement National, c'est ce sentiment anti-assistanat, qui est en vérité racialisé, parce que je le dis à chaque stream, mais je continuerai à le dire. C'est un sentiment d'anti-assistanat racialisé par les discours d'extrême droite, comme quoi l'assisté, la figure de l'assisté, derrière la figure de l'assisté, on a les Noirs et les Arabes de cité et les migrants, quoi. Voilà. Et ça, pensez à tous les électeurs d'extrême droite qui sont en mode « C'est une honte! Les migrants, ils peuvent venir, ils ont même pas la nationalité française! On leur donne des aides, on leur donne un HLM, pendant que les Français de souche, ils galèrent !» C'est un discours qu'on entend beaucoup chez les électeurs d'extrême droite, qu'on entend énormément. Voilà.
Et donc ça, c'est l'augmentation des rancœurs individuelles conduisant à soupçonner les autres d'en profiter davantage. Là, on est au cœur de ça, vous voyez. Et donc, du coup, ce chercheur, Alexis Speer, il estime que c'est à cause d'un délitement des protections collectives. Et c'est une individualisation du rapport aux aides de l'État, finalement, qui conduit en miroir à cette augmentation des rancœurs individuelles, justement. Ok, intéressant. Du coup, si on était tous logés sans exception à la même enseigne au sein de nos institutions, notamment en ce qui concerne les aides, etc., et bah du coup, il y aurait moins ce sentiment anti-assistanat parce que les gens qui considèrent qu'il y en a, c'est des assistés, bah, les assistés ne seraient pas plus assistés qu'eux-mêmes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressant. Ensuite, la dématérialisation qui complique l'accès à l'administration pour toutes les personnes peu à l'aise avec Internet et les outils informatiques. Ok, donc ça éloigne aussi un petit peu tout un tas de gens de nos institutions. Là où avant tu pouvais aller à un guichet en personne, parler, je sais pas, à ta mairie ou n'importe quoi. Voilà, maintenant tout se fait via internet, ça déshumanise un peu le truc. Et donc du coup, il y a plein de gens qui sont en mode bah on paye des impôts pour avoir un vieux numéro vert tout pourri, ça dégage, pourquoi je peux même pas aller parler à une personne qui représente l'État, quoi. Ok. Enfin, l'intensification des contrôles, elle-même rendue possible par le recours massif aux technologies numériques et aux algorithmes. Ok, donc les gens se sentent fliqués, les gens se sentent pas aidés et ont l'impression que leur voisin est plus aidé qu'eux. Les gens se sentent abandonnés à cause de la dématérialisation des aides, etc. Et donc, du coup, ça mène à un sentiment anti-État, anti-impôt. D'accord, intéressant. Merci le Mux pour ton 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup, je crois que j'ai loupé un autre abonnement avant. J'ai oublié de remercier. Non? Non, peut-être pas. Hop là. Ok. Ces transformations du rapport aux institutions sont aussi liées au désenchantement des agents et agentes de l'État, en manque de reconnaissance et de revalorisation salariale, et dont le sentiment d'abandon progresse presque aussi vite que le nombre de non-statutaires dans la fonction publique. Voilà, il suffit juste de... Merci Kevin Razi pour le raid. Avec tes 183 viewers qui débarquent en masse, en bande, sur le live. Installez-vous, on est en train de lire un article fort intéressant, quoique un peu ardu, non c'est pas si ardu que ça, mais en fait, pour vous expliquer un petit peu le mood dans lequel on est là. Juste avant, on a maté un sujet de CNews où ils étaient en mode genre regardez, les teufeurs du Technival du 1er mai ont drogué une chèvre et ont fait caca dans les bois. Mais que fait la police? Donc c'était très léger et rigolo. Et là, on enchaîne avec un article beaucoup plus sérieux sur la défiance vis-à-vis de l'État et qu'est-ce qui est au cœur de ce sentiment de défiance en s'appuyant sur le livre d'un sociologue, Alexis Speer, qui s'appelle Légitime défiance. Voilà. Donc l'article est vraiment super, c'est très intéressant. Mais comme on est passé de on se fout de la gueule de CNews en parlant d'un sujet un peu rigolo à ça, je suis dans un mood un petit peu bizarre. Mais en tout cas, installez-vous, venez, c'est intéressant. On parle un peu du sentiment anti-impôt, la défiance de l'État qui a chez beaucoup en France et qui très souvent mène finalement à un vote RN, quoi. Voilà. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'avais envie de lire cet article. Donc là, on est en train de parler des transformations du rapport aux institutions et au désenchantement des agents de l'État en manque de reconnaissance et de revalorisation salariale, et dont le sentiment d'abandon progresse presque aussi vite que le nombre de non-statutaires dans la fonction publique. C'est un peu compliqué. Mais en gros, voilà, les non-statutaires dans la fonction publique, il suffit de pas... Là, franchement, si on pense aux profs, directement, on comprend ce qu'ils veulent dire, quoi. Voilà. La transformation du rapport aux institutions, c'est aussi lié au fait que, avant, quand tu étais prof, il y avait ce côté, je suis un hussard noir de la République. En tant qu'agent de l'État, je suis un petit notable, certes, mais voilà, je suis respecté, même dans la vie collective, comme étant le prof, l'instituteur, l'enseignant. Et maintenant, les profs, c'est en mode, ça fait 60 ans qu'on n'a pas été augmenté et qu'on n'est plus indexé sur l'inflation. Plus personne ne veut être prof parce que les conditions de travail sont vraiment rudes. Et de plus en plus, les gens qui sont profs ne sont même pas des enseignants certifiés qui ont passé un concours de l'État. C'est des contractuels qui viennent. Alors, force à tous mes contractuels à l'éducation nationale. Alors, moi, jamais je bougerai sous le bus ou quoi que ce soit. Mais le fait qu'il y ait autant de contractuels à l'éducation nationale, c'est quand même symptomatique que, effectivement, se projeter comme étant un agent de l'État, de la fonction publique, de l'éducation nationale, avec tout le prestige aussi que c'est censé amener, en petit prestige, mais à l'échelle de la vie du village, par exemple, il y a une forme de prestige, quoi. Imaginez une France à l'ancienne où il y avait le garde champêtre, l'instituteur, le maire, le postier, tout ça, c'était des gens de la fonction publique, finalement. Vous voyez? Ils étaient tous en mode un petit peu respectés comme ayant un rôle dans la vie, dans la communauté. Vous voyez? Là, c'est plus ça maintenant. Ça fait plus ça avec les profs, ça fait plus ça avec les facteurs, parce que tout est uberisé, tout est fracturé, on met des contractuels et plus personne ne veut être prof, etc., etc. Bon, vous avez compris où je voulais en venir, quoi. Et effectivement, tout ça participe, in fine, à la défiance de l'État, à la défiance de nos institutions et à cette espèce de fronde anti-fiscale et anti-impôt, parce qu'on se dit, putain, c'est quoi l'État aujourd'hui? C'est un peu de la merde. Je vais pas envie de payer de l'impôt pour un État de merde. Avant, ça marchait mieux, quoi.
Et donc au final, pour régler un petit peu tout ça, ce qu'il faut, c'est réaffirmer le rôle essentiel des services publics en France, quoi. Et moi, pour moi, on peut tellement avoir d'arguments à gauche par rapport à ça, quoi. Juste de dire, avant, il y avait des petites vieilles qui vivent chez elles, qui sont parfois un peu seules. Parfois, la vieillesse, c'est des vies un peu tristes, hélas, quoi. On est un peu tout seul chez soi, on n'a pas forcément une vie sociale très développée, surtout dans les petits villages où il n'y a pas grand monde, etc., etc. Alors après, il y a plein de gens qui ont des vies sociales, il y a plein de gens qui sont des petits vieux dans des villages qui ont une vie sociale très bien, il n'y a pas de souci, quoi, qui sont investis dans tout un tas de choses. Il y a plein de petits vieux, il ne va pas forcément grand monde, quoi. C'est un peu tristoun, quoi. Et avant, il y avait un peu l'image de la petite vieille qui vit chez elle dans son petit patelin. Et au moins, bah, tous les jours, il y a le facteur qui vient, qui fait Oh, bonjour Madame Michel, comment ça va aujourd'hui? Oh, bah, je vous amène votre courrier. Il discute 5 minutes, et puis voilà, quoi. C'est cool. Et maintenant, avec les modifications économiques de notre modernité capitaliste hyper individualiste, n'est-ce pas? Bah, les facteurs, c'est plus le facteur fonctionnaire de la poste service public qui a le temps de prendre le temps pour parler un petit peu à Madame Michel qui est toute seule chez elle. Maintenant, non, c'est des livreurs de boîtes privées à qui on demande des cadences infernales. T'es là avec ta camionnette, t'as 12 000 colis à livrer en un après-midi, t'auras même pas le temps de le faire. T'arrives, tu jettes le colis comme ça, tu te barres en vitesse, t'as même pas le temps de dire bonjour à Madame Michel qui est toute seule chez elle, quoi. Et ça, un discours comme ça, tu parles à n'importe quel Français de gauche, de droite, de la ruralité, etc. C'est un truc. Pour moi, c'est super convaincant, quoi. Et comment tu pourrais justement revenir à un peu cet état d'avant où bah, Madame Michel, toute seule chez elle, la petite vieille qui voit pas forcément grand monde, elle avait au moins le temps de parler 5 minutes à son facteur. Bah, tu nationalises la poste et tu fais du métier de facteur un métier qui est bien, quoi. Ou après, t'es en mode genre, bah, je suis le facteur de la ville, les gens me connaissent, les gens m'aiment bien et on vit en communauté tous ensemble, quoi. Et pour arriver à cet état de fait qui, je pense, peut convaincre très largement et au-delà de la gauche, ce qu'il faut, c'est réaffirmer le rôle central de nos services publics et proposer une politique économique de gauche dans laquelle l'État est central, quoi. Voilà, tout simplement. La Poste fait déjà ça. Bah ouais, mais elle le fait beaucoup moins qu'avant parce que les logiques de privatisation, de mise en concurrence font que bah, les agents de la Poste et les autres agents qui ne sont pas directement de la Poste n'ont pas le temps de le faire, quoi. Voilà. Bref, je trouve que l'exemple des facteurs et l'exemple des profs, pour illustrer un petit peu ce qu'il veut dire par ce paragraphe, il fonctionne assez bien, quoi. Voilà. Elle le propose en service payant. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça il y a pas longtemps. C'est vrai qu'il y avait ça il y a pas longtemps. On avait vu une info passer en mode genre, maintenant tu peux payer la poste pour que le facteur prenne 5 minutes pour discuter avec toi. Quelle horreur, hein. On est obligé de marchandiser l'humanité maintenant. En mode genre, vous voulez un peu d'humanité? Ah, faut payer un supplément pour que les gens se comportent comme des êtres humains avec vous. Voilà. Le prix de base, il n'y a pas d'humanité dans l'interaction. Si vous payez 10 € par mois, là, les gens seront un peu plus humains avec vous, quoi. C'est ça. Comment le capitaliste, ça pue la merde, quoi. Quelle horreur, quoi, qu'on y pense. Quelle horreur, hein. Ça n'a bien évidemment pas marché. Bah, tu m'étonnes, quoi. Tu m'étonnes. Obligé de payer pour qu'on t'adresse la parole. Sans ça, tu fermes ta gueule, quoi. Quelle horreur, en vérité. Quelle horreur. Bref. Allez, on continue. Un désenchantement qui ne découle pas seulement d'évolutions objectivables comme la baisse du pouvoir d'achat, la précarisation des personnels ou la détérioration, mais aussi de l'évolution du rapport à leur mission et à leurs valeurs professionnelles, révélatrice d'une transformation de l'éthos du service public. Bon, pour moi, quand on a l'exemple du facteur en tête, ça correspond tout à fait. Un ethos public marqué notamment par une empathie envers le public et une loyauté envers son institution, désormais entravée par les nouvelles règles de management dans la fonction publique et la perte de sens vis-à-vis d'injonctions, de procédures et de concurrence inédites en provenance du monde privé. Ça illustre parfaitement ce que je disais avec mon histoire de facteur et de Madame Michel, la petite vieille qui est toute seule chez elle, quoi. C'est littéralement ça. Voilà. J'avais pas lu la suite, mais c'est très bien. Mon exemple était bien trouvé. Je suis content. La confiance dans une institution étatique dépend largement des rapports qui s'instaurent dans la relation à celle-ci, fondée elle-même sur les conditions dans lesquelles les agents de l'État sont en mesure de répondre aux demandes qui leur sont adressées. Dans un contexte où les réformes tendent à diminuer le nombre d'agents et d'agentes chargés de recevoir les demandes du public, à restreindre les points de contact entre gouvernés et administration et à développer la dématérialisation des procédures, ce reflux de l'État contribue à accentuer l'érosion du niveau de confiance des gouvernés et plus particulièrement de celles et ceux qui appartiennent aux groupes sociaux les plus défavorisés. Il est bien cet article. Franchement, il est bien. Moi, je trouve que c'est des sujets qui sont hyper importants. Je trouve que c'est vraiment des sujets qui sont centraux, quoi. Et si t'arrives pas à prendre la mesure de ça, bah, c'est difficile de réussir à, à établir une stratégie et un discours à même de convaincre, quoi. Vous voyez. On parle souvent de comment reconquérir la France des bourgs par rapport à la France des tours, tout ça, tout ça. Oh là là, la gauche, dans certaines zones géographiques, c'est un peu compliqué, il y a une fracturation, comment on fait. Bah, je trouve que voilà, quand on essaye de réfléchir de cette manière-là, directement, on a des pistes, quoi. On a des pistes. Ouais, l'article est bien, hein. Le livre a l'air bien, du coup, hein. Salut Elias, comment ça va? Je te fais un petit shout-out. Comment ça va depuis hier?
depuis ce butter chicken délicieux, à Gare de l'Est. Allez suivre Elias, l'étoile montante de la gauche Twitch, bien sûr. Ça va et toi? Bon, ça va, ça va. Je suis fatigué, hein, je suis fatigué en ce moment. De toute façon, t'as bien vu hier, j'étais claqué, j'étais en mode. J'étais tout mort. Bah là, je suis encore un peu fatigué, mais ça va. On lit un super article très intéressant, donc je suis content. Ça me remet en forme. Ok, allez, on passe à la suite. Il reste 2 paragraphes encore. Je fais beaucoup de pas de côté pour essayer d'un peu d'illustrer ce qu'il essaye de dire. Parce que là, voilà, ça reste un livre d'un sociologue. Il y a un côté où c'est un peu théorique. Ça manque d'exemples, entre guillemets. Donc là, je suis content avoir pris mon exemple des facteurs et des profs pour illustrer ça. Je trouve que ça marche très bien. Allez. Ces différentes évolutions sont en effet très inégalitaires, tant géographiquement que socialement. Elles touchent ainsi en priorité les communes rurales et les petites villes. Entre 1980 et 2013, environ 1 millier de perceptions ont ainsi disparu, surtout dans les petits bourgs. Ok. Dans ce même intervalle de temps, la part des personnes habitant une commune dotée d'une gendarmerie est passée de 62 à 37%. Ah ouais. Ah, c'est du divisé par 2 quasiment, hein. Entre les années 80 et maintenant, entre 1980 et 2013, le nombre de communes où il y a une gendarmerie dedans était divisé par 2. Voilà, après, c'est prendre l'exemple de la gendarmerie. Moi, en tant que gros gauchiste, je préfère l'exemple des facteurs et des profs. Mais oui, voilà, il y a ce côté-là, en mode tout fout le camp. Ce qui faisait, on peut même le voir avec la gendarmerie, ce qui faisait la vie en communauté, la vie collective dans les petites villes et dans la ruralité principalement, est en train de foutre le camp. Parce que ce qui faisait la vie collective dans ces patelins-là, c'était aussi beaucoup de choses qui étaient publiques, qui étaient financées via l'État ou via la sécurité sociale, non plus via l'État pour le coup. C'était les services publics aussi qui faisaient du lien social dans toutes ces villes et dans toutes ces communes et dans tous ces petits patelins. Et quand tout ça fout le camp, les gens sont en mode l'État nous donne rien, et on veut rien donner à l'État. Ça va voter Bardella contre les assistés, quoi. Super. Donc ça, c'est pour la gendarmerie. Et le nombre d'écoles maternelles et élémentaires s'est effondré de 61 000 en 1982 à 44 000 en 2021. Waouh. Ce qui explique notamment le retour des mobilisations à base fiscale territorialisée, comme les bonnets rouges ou les gilets jaunes. Vous en avez parlé des bonnets rouges tout à l'heure. Ok, retour des mobilisations à base fiscale territorialisée. Putain, le terme, il est... Mobilisation à base fiscale territorialisée. En gros, c'est des gens issus du périurbain et de la ruralité qu'on en marre de payer trop de taxes sur l'essence, quoi. Ok. Cette espèce de truc de jacquerie fiscale. On utilisait beaucoup le terme de jacquerie fiscale au moment des Gilets jaunes, sachant que les jacqueries fiscales, c'est un terme pour parler de phénomènes qu'il y avait au Moyen-Âge. Il y avait des moments, genre la révolte des maillotins à Paris, par exemple. Les gens ils étaient en mode putain, c'est une dinguerie, on paye plein de taxes, on sait pas ce qu'ils foutent de notre argent, ces connards de seigneurs là, le roi. Et donc ils ont pris leur gros maillet là, leur gros marteau pour aller péter la gueule à des gardes et au pouvoir. Et ils se sont fait réprimer dans le sang. Ça s'appelle la révolte des maillotins. Et ça, c'était une jacquerie fiscale. Mais il y en a eu plein. Tous les siècles, il y en avait 3 par siècle pendant 1000 ans. À un moment donné, des paysans qui étaient en mode genre, bon, on en a marre de payer la dîme et on sait pas ce qu'ils foutent de notre thune, ça dégage quoi. Je ne veux point payer la dîme et la gabelle. Exactement. Et donc les gilets jaunes, il y avait vraiment un peu de ça. On a beaucoup fait l'analogie entre les jacqueries fiscales à l'époque du Moyen-Âge et les gilets jaunes. Et effectivement, il y a un truc qui est vraiment en commun, pour de vrai. Et ce truc-là, il est vraiment central aussi pour moi dans comment peut se politiser une éventuelle révolution à venir ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Quand le consentement à l'impôt saute, l'État est en danger. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et donc, quelle solution? Soit on réaffirme l'importance de l'État et des services publics pour le bien des Français et de leur communauté, voilà, pour faire du lien social dans nos territoires, etc. Donc ça serait la solution de gauche. Mais pour ça, ça demanderait déjà d'arrêter de filer des aides en permanence aux grandes entreprises et plutôt foutre ça dans les services publics, voire même peut-être augmenter le taux de prélèvement obligatoire en France, mais en le faisant peser sur les riches et pas sur les pauvres. Donc ça, c'est la version de gauche. Et la version de droite, c'est dire moins d'État, nique, on assume le fait qu'on vit dans un monde hyper individualiste et maintenant c'est la loi du plus fort. Moi, je préfère la version de gauche, personnellement. Et quand on voit ce qu'a été les Gilets jaunes, pour moi, les Gilets jaunes, ça allait plus du côté gauche que du côté droit. C'est pour ça que moi, j'ai un peu espoir, quand même, finalement. Je me dis qu'à la fin, nos idées sont quand même meilleures que celles de la droite et que, bon, structurellement, sur le temps long, on peut gagner. Voilà. Bref. Donc oui, les mobilisations à base fiscale territorialisée. Dans ce cadre, le rapport localisé à l'État se trouve également fragilisé par la conviction de plus en plus largement partagée que les décisions importantes concernant la présence des services publics sur les territoires se prennent ailleurs, sans concertation ni consultation. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. La désaffection vis-à-vis de l'État est aussi socialement très inégalement répartie. Alors que les membres des classes supérieures s'accommodent de son repli en continuant à le faire fonctionner selon leurs intérêts, les personnes des classes moyennes et populaires sont de plus en plus nombreuses à le considérer comme une entité au service des autres, qu'il s'agisse des puissants ou des assistés, écrit ainsi Alexis Spire. Et ça rejoint tout à fait le concept dont je vous parle régulièrement de Michel Fer, philosophe extrêmement stylé, qui parle lui de producérisme, qui est une lecture qui est à l'opposé de la lutte des classes. Du coup, il y a la lecture classique de classe, qui est en mode genre, il y a les travailleurs
et le patronat, il y a le prolétariat et la bourgeoisie, si on utilise les termes un peu à l'ancienne. Et c'est comme ça que s'organise la société, quoi. Et c'est ça un peu le clivage central. Et que dans la lutte politique, et ben voilà, c'est travailleur contre bourgeoisie. Et ben la vision producériste, c'est de dire il y a les producteurs contre les parasites. Il y a ceux qui produisent, qui travaillent contre les parasites, avec les parasites d'en haut, les puissants. Donc là, les puissants, ça serait les Macron et compagnie, ça serait les députés, les politiciens là, qui se gavent sur le dos des Français, etc., etc. Et les assistés. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la vision dite producériste, comme l'explique Michel Ferrer, quoi. Et donc c'est pour ça que ces sujets-là, ils se rejoignent totalement. Et moi, c'est vraiment des sujets que je trouve hyper, hyper intéressants, hyper importants, quoi. Ok, ok. Mais oui, donc du coup, là où les riches, les classes supérieures et parfois peut-être un peu les citadins, ils arrivent à s'accommoder de cet état de fait, et ben les personnes des classes moyennes et populaires, effectivement, ils se disent mais l'État ne m'apporte rien, je paye pour les autres. Voilà. D'où le sentiment insistanat, d'où cette vision du monde producériste, où au final, le problème n'est pas la bourgeoisie possédante, le problème est l'autre, celui qui se gave sur notre dos. Et il y a plein de Français périurbains et ruraux qui réfléchissent précisément exactement comme ça, et ça les amène à finalement voter RN, parce que le RN a un discours à même de partir de cet affect pour les amener vers le racisme finalement, en disant oui, on a marre des assistés, il y en a marre des gauchistes du service public là, il y en a marre des gauchistes de la télé qui prennent votre argent pour faire des émissions où ils vous méprisent, et puis il y en a marre des Noirs et des Arabes dans les cités qui font que toucher l'argent de la CAF, quoi. Voilà. Le RN a un discours à proposer qui correspond à cet affect qui est explicité dans cet article, quoi. Et c'est pour ça. Nous, il faut qu'on ait un contre-discours à gauche qui parte aussi de cet affect-là. Mais ça peut pas être la stratégie Ruffin et compagnie à mettre l'antiracisme sous le tapis ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Il propose rien en vérité, Ruffin, quand il dit ça. C'est une stratégie de communication, c'est pas une stratégie de contre-offensive. Il n'a pas un discours avec des idées derrière tant que ça, vous voyez. Donc c'est pour ça, comment réussir à articuler une contre-offensive idéologique par rapport au RN en se basant sur ces affects-là, bah, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais on va peut-être finir par y arriver. Voilà. La propension à éprouver de la confiance envers telle ou telle institution dépend en effet étroitement de la conviction, socialement située, d'être capable de le faire fonctionner à son avantage. À cette aune, les classes populaires sont perdantes, en particulier parce que s'approprier les institutions étatiques exige des compétences qui sont en grande partie celles transmises par l'institution scolaire. Maîtrise de l'écrit, faculté d'abstraction, capacité à déduire les principes qui découlent des règles pour les appliquer au cas particulier. Comme on l'a vu notamment au moment du Covid, dans la faculté inégalement répartie de s'approprier les codes et les failles de l'auto-attestation, ainsi que l'a montré le livre de Théo Boulakia et Nicolas Mario, L'attestation, une expérience d'obéissance de masse. Ok. Alexis Spire prolonge ici le portrait d'une France de plus en plus scindée entre les vaincus et les vainqueurs. Merci Brother pour ton prime, merci beaucoup. Entre les vaincus et les vainqueurs, d'une compétition scolaire truquée à l'origine et porteuse d'effets tout au long de la vie, que ce soit sur les trajectoires sociales, mais aussi sur le vote ou le rapport aux institutions, que les sociologues François Dubay et Marie Durubella avaient déjà analysé dans L'emprise scolaire. Ok, c'est intéressant de lier ça aussi au rapport à l'école, quoi. C'est pareil, du coup, toutes ces classes modestes, plutôt périurbaines, etc., sont en mode, comment dire, sont en mode de toute façon, en plus l'État nous méprise, l'État il s'en bat les couilles, on n'a même pas vraiment les armes au final pour s'emparer un petit peu de ces institutions pour les tourner à notre avantage, quoi. C'est toujours les bobos, les petits bourges gauchistes finalement qui décident à notre place. Voilà, il y a cette idée un peu là. Ok. Mais l'auteur note également que les variations dans les chances de domestiquer la contrainte étatique ne dépendent pas seulement de la position sociale ou du capital scolaire, mais découlent aussi d'une plus ou moins grande familiarité avec les institutions. Ainsi, d'après une enquête menée par le chercheur en 2017, les fonctionnaires sont 24% à avoir obtenu une dérogation à la carte scolaire pour leurs enfants, contre 18% pour les salariés du privé et 14% pour les indépendants. Ok. Alors la carte scolaire, c'est la dérogation à la carte scolaire. La carte scolaire, c'est en fonction de là où... On parle de l'école publique, hein, pas de l'école privée. Pour l'école publique, en fonction de là où tu habites, tu as une école qui t'est attribuée. Et en fait, tu peux te débrouiller pour que ton enfant aille dans une autre école qui soit pas celle de la carte scolaire. Et donc du coup, les fonctionnaires qui connaissent bien les institutions de l'État, ont plus de facilité, ou peut-être même juste tout simplement l'idée, parce qu'ils savent qu'on peut le faire, de déroger à la carte scolaire, quoi. Bien plus que les salariés du privé, et encore plus pour les indépendants, qui eux, les indépendants, sont vraiment en mode l'État, à part me prendre 25% d'URSSAF tous les mois, ils me servent littéralement à rien, quoi. Vous voyez. Au taf, ça me gaffe parce qu'en plus, c'est surtout les assistés, entre guillemets, sur lesquels ils tapent. Dans mon EHPAD, ça stigmatise les vieux qui n'ont pas beaucoup bossé et qui bénéficient de beaucoup d'aide. La prochaine fois, je leur demanderai s'ils préféraient les voir faire les poubelles et la queue à la Croix-Rouge, surtout en hiver. Bah ouais. De fou. Mais ce discours anti-assistanat, il est infernal. Hein, il est infernal. Et c'est tellement dur. C'est tellement dur de contrer ce discours-là, quoi. C'est tellement ancré dans énormément de mentalités. Mais en même temps, on peut pas leur en vouloir à certaines personnes qui sont dans ce discours anti-assistanat. Bon, sauf quand du coup, ça les mène au racisme. Ça craint de fou, quoi. Mais je veux dire, le taf, ça fait plaisir à personne.
Les gens qui sont anti-assistés, entre guillemets, souvent, c'est des gens qui taffent comme des chiens, quoi. C'est des gens qui évoluent dans ce capitalisme meurtrier, violent et horrible, quoi, et qui sont là à se lever tous les matins pour la faire un taf qui leur déplaît, pour une misère, qui payent des pleins d'essence en permanence, qui n'arrivent pas à joindre le debout, alors qu'ils travaillent. Ils ont une vie de merde alors qu'ils travaillent, quoi. C'est des gens aliénés, mais voilà, mais c'est des gens aliénés, mais en même temps, ils disent, bah putain, moi je bosse, c'est dur, mais j'arrive quand même à nourrir mes enfants. Et en bossant dur, bah voilà, j'ai quand même réussi à m'endetter auprès d'une banque pour 25 ans pour avoir un petit pavillon. Ce genre de choses, quoi. Et donc que derrière, ils se disent putain, ceux qui bossent pas et qui ne font pas l'effort que moi je fais, qui structure mon existence et qui fait que je souffre au quotidien en réalité, et bah qu'ils aillent se faire foutre. C'est un sentiment qu'on comprend d'où il sort. Mais comment faire une forme d'éducation populaire pour sortir de ce sentiment-là? C'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Si ultra-validiste surtout, ouais, mais bon. Pas forcément, parce qu'il y a des gens, ils se disent pas, ils vont pas se dire, oh là là, les handicapés, pourquoi ils se branlent chez eux toute la journée? Voilà. Moi, quand je dis ça, le profil auquel je pense, quand il parle des assistés, c'est plus, oh, il y a du travail, il y en a si on se sort les doigts du cul. Normalement, il y en a, ils pourraient travailler, ils le font pas, quoi. Ils pensent pas aux gens en situation de handicap, forcément. Mais c'est vrai que quand tu grattes ce discours anti-assistana, on va dire que les personnes en situation de handicap sont à minima une victime collatérale de cet affect anti-assistana. C'est clair. C'est clair, même si c'est pas au centre et à l'origine du truc pour les Français auxquels je pensais. Quoi. Je vois d'où ça peut venir, moi qui suis en surménage. Bah, mais ça demande de se battre contre soi-même quelque part. Ça demande une certaine hauteur d'âme pour être de gauche. J'aimerais être de gauche, mais je n'ai pas cette hauteur d'âme. Non, je plaisante. Mais ça demande une certaine déconstruction, vous voyez. Ça demande de se battre contre soi-même quelque part, quoi. Parce qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas forcément accès à ces discours de gauche, ils sont dans leur truc, dans leur milieu. C'est comme ça qu'on pense de base, quoi. Je veux dire, ça demande un effort. Ça demande un effort de réussir. Pour beaucoup de Français, peut-être pas vous, peut-être pas moi, hein, mais pour beaucoup de Français, ça demande un effort contre soi-même de réussir à ne pas se faire grailler par ce sentiment anti-assistana, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas envie de jeter 40% des Français sous le bus en disant c'est juste des sales égoïstes droitards. C'est peut-être un peu le cas. J'ai envie de comprendre pourquoi. J'ai envie de comprendre pourquoi. Et quand tu t'intéresses à leur vie, qui parfois sont pas des vies faciles, tu te dis, ok, je comprends d'où ça vient. Je comprends d'où ça vient. Mais ce qui veut pas dire que du coup, ça va, les électeurs RN auxquels le sentiment anti-assistana mène au racisme, je vais pas leur dire, non mais ça va, ils ont le droit d'être racistes, ils ont la vie dure. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais analyser d'où ça vient, pour au moins le comprendre, au moins l'expliquer, ça veut pas dire l'excuser. Pour moi, c'est essentiel si on veut, encore une fois, avoir un discours à même de satisfaire ces Français-là. Quoi. Voilà. Discours de gauche, évidemment. Ok, allez, on continue. Spire observe même l'existence d'un capital procédural, acquis de façon plus informelle. Par exemple, après la mise en service des premiers vaccins contre le Covid-19, les créneaux de rendez-vous ont très vite été saturés dans les quartiers favorisés des zones urbaines, ce qui a conduit les personnes les mieux renseignées à s'inscrire dans des secteurs plus défavorisés. L'inégale répartition de cette confiance concerne l'ensemble des modes d'intervention de l'État, mais accentuée pour certaines institutions, notamment la police, qu'Alexis Spire étudie en détail. En notant que celle-ci est à la fois l'institution suscitant le plus haut niveau de confiance et celle qui est le plus souvent soupçonnée de ne pas traiter tout le monde de la même façon. Ok, c'est intéressant ça. La propension à se fier au pouvoir régalien est en effet largement liée à l'échelle sociale et aussi à l'âge, même si le chercheur constate que plus on a été en contact avec la police, moins on a confiance en elle. C'est intéressant ça. C'est vraiment intéressant. Alors même que les contacts sont, dans leur grande majorité, choisis, principalement sous forme de dépôt de plainte ou de demande d'intervention. Ok, donc ça veut dire que c'est l'institution suscitant le plus haut niveau de confiance, la police, mais en même temps, plus les gens ont affaire à la police, moins ils ont confiance en elle. Donc comme quoi, il y a vraiment tout un tas de fantasmes autour de ce qu'est la police, quoi. C'est fou. Ces inégalités peuvent aboutir à des situations intenables. Alexis Spire juge ainsi que la décision prise en 1996 de mettre fin à la conscription peut s'interpréter comme l'impossibilité de faire perdurer une instance de socialisation discréditée par les trop nombreuses différences de traitement. Ok. C'est intéressant aussi de parler de la conscription. La conscription, c'est le service militaire. Hein. Voilà. En mode, de toute façon, c'était pas possible que le service militaire continue parce que les gens étaient trop inégalitaires face au service militaire, quoi. C'est-à-dire que les bourgeois, dans le service militaire, ils se démerdaient soit pour lever ski, soit pour aller le faire tranquillou dans un truc où ils sont dans un bureau à se la couler douce, quoi. Tandis que d'autres n'avaient pas trop le choix et il y avait un service militaire plus dur, quoi. Voilà. Et en fait, il y avait telles différences de traitement que le principe même du service militaire et de la conscription, en fait, ne pouvait pas tenir, quoi. Ok, c'est intéressant de le voir comme ça. Et ça va à l'encontre du discours de la droite qui aimerait justement refaire le service militaire, parce qu'il disait oh là là, ça avait de la mixité sociale, c'est le seul endroit où on pouvait voir des bourgeois et des prolétaires galérer ensemble, fusils aux mains, c'était trop bien. Je vois ce qu'ils veulent dire, mais est-ce que ça résiste à l'épreuve des faits?
Bah, vraisemblablement, pas trop trop, hein. OK. Vers une révolte du ressentiment. Donc c'est le dernier paragraphe, ça sera peut-être même le plus intéressant pour nous autres qui sommes un peu révolutionnaires sur les bords parfois, ou en tout cas qu'on ça dans un coin de notre tête quand on parle de ce genre de sujet. À partir de ce constat inquiétant pour la démocratie française, Alexis Spire explore les formes que pourrait prendre une révolte du ressentiment, selon les termes du sociologue Pierre Bourdieu. Vous aimez bien ça, Pierre Bourdieu, le chat, là, les gauchistes. Après, il y a peut-être les communistes aussi qui détestent Pierre Bourdieu parce qu'ils trouvent que c'est un anti-marxiste. Bon, bref, peu importe. Une première version libérale consisterait à restreindre l'action de l'État à ses seules missions régaliennes, avec néanmoins le risque que le démantèlement du système de protection sociale suscite le mécontentement d'une part importante du salariat. Donc c'est ce que je disais un peu, il y a deux possibilités à partir de cet état de fait, soit à droite, vers la droite, soit vers la gauche. Ok. Parce que si la restauration de l'autorité de l'État passait alors par des institutions fortes et coercitives, la coopération des gouvernés ne peut pas reposer exclusivement sur peur et sanctions. Et pourtant, c'est ce que les libéraux et la droite libérale aimeraient bien faire. Réduire l'État à ses fonctions régaliennes, c'est le discours des ultralibéraux. Ils sont en mode l'État doit être réduit à sa fonction minimale, c'est-à-dire les fonctions régaliennes. L'État se charge de la justice, de la police, de l'armée, des choses qu'on ne peut par essence pas privatiser. Et tout le reste, c'est le marché qui s'en charge parce que le marché est plus efficace. Vous voyez ? C'est le discours libéral classique de chez classique, quoi. Et du coup, oui, ça pourrait poser des problèmes. Ça pourrait poser des problèmes. Notamment sur la coopération des gouvernés qui ne peut pas reposer exclusivement sur peur et sanctions. Une deuxième serait le repli national, consistant à réserver les bénéfices des biens publics aux seuls ressortissants, tel qu'il est prôné par l'extrême droite. Ok, donc ça c'est un peu de dire, oh là là, préférence nationale, la France aux Français, il y en a marre de payer pour des migrants qui foutent le bordel. Ok, donc ça c'est la version libérale classique, on va dire ultra-libérale, hein, un peu de nos jours c'est plutôt comme ça qu'on dirait. La deuxième, ça serait la version repli national, la version d'extrême droite, quoi. Et ça rejoint le concept de producérisme racialisé dont je parlais juste avant. Si l'on veut éviter ces deux options, il est nécessaire, juge le chercheur, de réenchanter l'État. Intéressant ça, réenchanter l'État. Ça me plaît comme concept, ça me plaît beaucoup. Notamment en rendant plus lisibles et accessibles les pratiques institutionnelles et en inversant la tendance actuelle qui déséquilibre la main gauche et la main droite de l'État. Mais avant tout, en réaffirmant le sens de l'impôt et des cotisations sociales. Pour Spire, le chantier prioritaire, dans un moment où le ressentiment des différentes fractions des classes populaires est désormais davantage orienté contre la puissance étatique que contre les entreprises ou les injustices du capitalisme, serait en effet de réduire drastiquement les aides publiques aux entreprises qui atteignent 7,5% du PIB. Mais comme quoi, c'est toujours les mêmes solutions quand on est de gauche. Hein. C'est en mode, stop d'arroser les multinationales de tunas, venez, on paye des services publics qu'on met dans tous les petits villages de France et tout le monde sera content. Et l'extrême droite va dégonfler. Bah oui, de fou. Mais comment tu fais ça ? Comment tu fais ça sans arriver au pouvoir ? En présentant ça comme le projet pour lequel tu serais élu ? Alors que Staffek, pour l'instant, il se dirige vraiment beaucoup plus vers la droite que vers la gauche. C'est compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Mais c'est extrêmement. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Et ça donne des pistes, en fait. Ça donne vraiment des pistes sur quel discours avoir, comment orienter son programme économique, son politique, sa communication, pour tenter justement d'aller proposer quelque chose à même de renverser la vapeur, quoi. Et de recréer une démocratie fiscale qui s'effrite au même rythme que la confiance des classes populaires envers les institutions d'un monde commun qu'il est de moins en moins. Et ouais. Trop bien cet article, hein. Trop bien cet article. En conclusion, je saurais pas quoi dire, hein. C'est dense, mais bon. Je trouvais que c'était très intéressant en réalité. C'était vraiment, vraiment intéressant. Surtout le dernier paragraphe là. Réaffirmer le sens de l'impôt et des cotisations sociales. Le chantier prioritaire serait, dans un moment où le ressentiment des différentes fractions des classes populaires est désormais davantage orienté contre la puissance étatique que contre les entreprises ou les injustices du capitalisme, serait en effet de réduire drastiquement les aides publiques aux entreprises, quoi. Et c'est vrai que ce truc-là, le fait que les classes populaires sont désormais davantage orientées contre la puissance étatique que contre les entreprises ou les injustices du capitalisme, ça, en tant que gauche française, ça nous baise de fou. Ça nous baise de fou. Parce que la gauche française a réussi à faire avancer des choses et rendre ce pays un peu mieux via la puissance étatique, justement. Via la sécurité sociale, les services publics, etc., la redistribution, un monde un peu moins injuste grâce à la puissance publique. C'est comme ça que la gauche a concrètement agi depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale en France. Et donc quand, historiquement, ce que la gauche a pu faire pour le bien des travailleurs, c'était via la puissance étatique, et que là, à cause de tout ce qu'on vient de dire, il y a une défiance envers la puissance étatique qui est beaucoup plus forte que contre les entreprises et les injustices du capitalisme, il y a un côté où, en étant de gauche, en France, on est un peu baisé, quoi. On est un peu baisé. Là, on est dans une phase où on n'est pas bien. On n'est pas bien précisément pour ces raisons-là. Donc, comment faire pour renverser la vapeur ? Est-ce que ça peut se faire d'ici 2027 ? Est-ce que ça va prendre plus de temps ? C'est compliqué.
C'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, voilà, on a quand même des pistes, on a de quoi penser, on a de quoi réfléchir sur comment, maintenant, même pas faire campagne, mais sur comment faire de la politique en étant de gauche dans ce pays, quoi. Voilà. Donc cet article était vraiment cool, je trouve. Moi, c'est. Voilà, je vous remets le lien dans le chat. Franchement, trop trop bien. Si y en a qu'on lit le livre en entier ou quoi que ce soit, allez-y, hein. Allez-y, le livre a l'air super. Voilà, voilà. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, tout ça, tout ça. À vous abonner et à réaffirmer l'importance des services publics pour créer du lien social dans ce pays et renverser la vapeur face au racisme.